L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un petit peu spéciale comparée aux autres histoires. Elle concerne Heather Kwan, une étudiante de 21 ans que l'on a trouvée morte par balle dans sa maison. À ses côtés, il y avait son petit ami de 18 ans, enfin âgé de 18 ans, Ryan Walland. Quand la police arrive, il est étrangement calme, il est désorienté, il a un énorme hématome au visage, il donne des réponses incohérentes, il change constamment de version et il semble incapable d'expliquer pourquoi et comment il est resté 2 jours dans la maison avec le corps de sa petite amie et lui, il prétend croire qu'elle dormait. Je vais vous montrer l'interrogatoire de Ryan. Je vous invite à observer son comportement, ses réactions et à former votre propre opinion de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et on verra si vous faites un meilleur travail que le policier chargé de l'interrogatoire. Si vous aimez les histoires criminelles, mystérieuses ou tout simplement fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit car je mets une vidéo en ligne généralement tous les samedis. Et souvenez-vous de vous inscrire pour ne rien rater et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bienvenue au Récit de l'ombre. Nous sommes en 2006. Heather Kwan est une étudiante de 21 ans. Elle vit dans la petite ville résidentielle de Desert Hills, en Arizona, aux États-Unis. Depuis son plus jeune âge, Heather a toujours une tendance à offrir son amitié aux personnes qui en ont beaucoup besoin. Ce sont des gens qui vont souffrir intérieurement ou que la société a plus ou moins oubliés. C'est pourquoi, même jeune adolescente et maintenant jeune adulte, elle passe ses week-ends à faire du bénévolat auprès d'enfants et de personnes défavorisées. C'est aussi pourquoi, d'ailleurs, elle aspire à faire des études de droit et elle veut devenir avocate de la défense parce qu'elle aime l'idée d'aider les personnes qui ont besoin de son aide. Elle vit dans une maison en location avec son petit ami qui a 18 ans et qui s'appelle Ryan Walland. Entre autres choses, il est passionné d'armes à feu et il est étudiant. Cette année-là, le couple a prévu de rendre visite au père de Ryan, qui s'appelle Don, le jour de Noël, le 25 décembre 2006 donc. Mais le jour venu, alors que Don a préparé le dîner pour le couple et les attend, il ne se présente pas, il n'arrive pas. Don essaye de les contacter, mais rien, pas de succès. Alors, il a le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas du tout dans le genre de son fils de ne pas venir sans prévenir. Et au lieu de se rendre lui-même à leur domicile, Don appelle tout simplement la police locale pour leur demander d'effectuer un contrôle, un welfare check, comme ils appellent ça aux États-Unis. Les policiers arrivent donc à la maison de Desert Hill, en Arizona. Ils frappent à la porte, mais pas de réponse. Il regarde par les fenêtres, il voit qu'il y a quelques lumières qui sont allumées, mais il fait plutôt sombre à l'intérieur, donc on ne voit pas très bien. Ils ne peuvent pas, alors ils peuvent voir des voitures dans l'allée, mais ils ne savent pas si la voiture dans l'allée, elle appartient au propriétaire ou à quelqu'un d'autre, donc il reste un moment là sur le pas de la porte. Il regarde par les fenêtres, il n'y a pas de mouvement, et il frappe à nouveau tout en annonçant « C'est la police, on effectue un contrôle, nous voulons juste nous assurer que tout va bien, que vous allez bien. » Et cette fois, après avoir frappé, ils entendent le verrou se déverrouiller de l'intérieur et la porte qui s'ouvre. Et Ryan se tient devant eux. Ryan a un énorme hématome à l'œil gauche. Il a un gros œil au beurre noir et une coupure sur le nez. Il se tient là, sans rien dire, sans poser de questions. Il est juste là, debout. Il se contente de les regarder. Les policiers regardent comme ça derrière Ryan dans la maison et ils peuvent voir une forme de femme allongée sur le canapé. Ils présument donc que c'est Heather, la petite amie, et parce que ce sont les deux personnes qui leur ont été signalées comme habitant à cette adresse. Ils reportent leur attention sur Ryan et ils lui demandent « Qu'est-ce qui s'est passé avec votre œil ?»
Ryan, il se montre un petit peu évasif, il donne pas vraiment de réponse directe. En gros, il leur dit je sais pas ce qui est arrivé à mon œil. Les policiers n'insistent pas trop, mais ils finissent que se dire que bon, Ryan, ça va, c'est bon, il va plus ou moins bien, et la femme qui est allongée sur le canapé, comment elle va? Donc, il lui demande, OK, qui est la femme allongée sur le canapé? C'est Heather? Ryan, encore une fois, se montre un petit peu évasif, un peu distant, et il répond un truc du genre, oui, mais bon, elle dort. Les policiers lui disent, bon, écoutez, on est là pour un contrôle, votre père nous a envoyés pour vérifier que vous allez bien, donc nous aimerions entrer et la réveiller pour nous assurer qu'elle aussi, elle va bien. Ryan est toujours un peu bizarre, il est un petit peu sur la défensive et il met un peu de temps à obtempérer, mais il finit par s'écarter et les laisser passer. Les policiers entrent dans la résidence, ils s'approchent du canapé et dès qu'ils regardent la jeune femme qui est allongée sur le canapé, et ils peuvent voir que c'est Heather, ils voient tout de suite qu'elle ne dort pas, elle est morte et ça depuis même quelques jours. Elle est morte d'une blessure par balle à la tête. Immédiatement, Ryan est arrêté. Il est emmené dans une voiture de police qui est dehors. Il ne résiste pas à l'arrestation, mais il répète que il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il ne sait rien. Il ne comprend pas ce qui arrive. Il ne sait pas ce qui est arrivé à Heather. Il donne l'impression d'être un peu confus, mais quoi qu'il en soit, on le met à l'arrière du véhicule, de la voiture de police devant la propriété, et il y reste pendant plusieurs heures, le temps que les policiers, les ambulanciers arrivent pour traiter la scène de crime, pour prendre des prélèvements, et aussi d'ailleurs pour transférer le corps de Heather à la morgue. Finalement, vers 5 heures du matin, le 26 décembre, donc, la police emmène Ryan, qui est toujours à l'arrière de cette voiture de police, au poste de police de Phoenix pour l'interroger. L'interrogatoire qu'il suit dure à peu près 1 heure et il est entièrement filmé. Vous pouvez le trouver dans son intégralité sur YouTube et d'ailleurs, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et à partir de maintenant, pendant que je vous raconte cette histoire, je vais vous montrer des extraits de cet interrogatoire. C'est en anglais, donc je vous mets des sous-titres que j'ai rédigés moi-même, je suppose, sans trop d'erreurs. À la fin, lors du dénouement, et j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous encourage à revenir en arrière pour revoir les scènes, histoire de voir si vous voyez les choses de la même façon ou si vous les voyez différemment. Dans la vidéo, Ryan est conduit dans une petite salle d'interrogatoire plutôt banale et il est 5h08 du matin, le 26 décembre. Il vient donc d'arriver au poste et ils le mettent dans cette pièce. Il porte une combinaison blanche qui lui a sûrement été fournie par la police. Alors peut-être que c'est à lui, mais ça ressemble beaucoup plus à ce genre de tenue de prison. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de chaussettes et ses mains ne sont pas menottées. Il entre donc dans la pièce et il s'assoit sur la chaise qui est dans le coin arrière de la salle d'interrogatoire. Et cette chaise est juste à côté de la table, et donc de l'autre côté de la table, il y a une autre chaise. Ryan s'assoit donc dans le coin, il fait face au milieu de la pièce, et il est silencieux. Il ne bouge pratiquement pas. Et puis, à un moment donné, il remarque qu'il y a une menotte attachée à cette table. Dans certains cas, la police menotte la personne qu'ils interrogent dans cette pièce, mais dans ce cas bien précis, on n'a pas dit à Ryan qu'il doit mettre cette menotte, il est donc pas menotté. Il n'y a absolument aucune directive et aucun ordre pour qu'ils doivent mettre ou porter cette menotte. Néanmoins, il se menotte. Après s'être menotté lui-même à cette table, Ryan se tourne et pose ses bras sur la table et il s'allonge, il pose sa tête dans ses bras et il reste ainsi pendant environ 5 minutes. De temps en temps, il émet quelques gémissements, mais pour la plupart du temps, il est silencieux.
Et puis tout d'un coup, alors qu'il est quasi allongé là, il fait un gémissement, il pousse un gémissement assez fort, il se lève de sa chaise comme s'il allait sortir de la pièce, mais dès qu'il commence à s'éloigner, donc la menotte l'arrête, et c'est la menotte qu'on ne lui a pas dit de mettre, hein, je vous le rappelle. Il est donc coincé contre cette table, mais il ne semble pas perturbé par ça. Il semble plutôt confus par ce qui se passe, mais il ne s'y attarde pas vraiment. Et au lieu de ça, il tend le bras à travers de la table, il saisit une feuille de papier blanc, et puis il se rassied sur son siège, il croise les jambes et commence à regarder cette feuille de papier vide. À 5h17 du matin, c'est-à-dire environ 9 minutes après le début de cet interrogatoire qui n'a pas vraiment commencé, Ryan regarde attentivement cette feuille de papier lorsque un détective entre dans la salle d'interrogatoire. Ce détective s'appelle Dalton. Et il informe Ryan qu'ils vont prendre des photos de ses pieds et qu'il doit donc mettre ses pieds sur la table qui est juste à côté de lui. Ryan, au début, agit de manière assez confuse, il ne donne l'impression de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais il finit par obtempérer, il met ses pieds sur la table, et au moment où ses pieds sont là, un autre officier entre dans la salle d'interrogatoire avec un appareil photo et une grande mallette, et il commence un processus d'environ 10 minutes pour photographier les pieds de Ryan et aussi prélever des échantillons sur ces mêmes pieds. Pendant cette séance de 10 minutes, Dalton reste dans la pièce et Ryan lui demande périodiquement s'il peut simplement partir et rentrer chez lui. Il donne l'impression de ne pas être conscient de la gravité de la situation. Et quand Dalton lui dit « bah non, vous pouvez pas partir », Ryan agit de manière frustrée, un petit peu en colère et contrarié, un peu comme un gamin à qui on dirait qu'il ne peut pas avoir quelque chose qu'il veut vraiment. À 5h28 du matin, après cette séance de 10 minutes et après avoir photographié et prélevé des échantillons sur les pieds de Ryan, le second officier quitte la pièce et Dalton ferme la porte derrière lui. Puis, il s'approche de la table, prend la chaise de l'autre côté de Ryan, la tire pour être plus près de Ryan, et puis il s'assoit et il se présente. Après ça, il commence à poser à Ryan des questions très basiques et très précises. Il commence par lui demander de confirmer son nom, ce qu'il fait, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, qui est un numéro d'immatriculation. Et puis il demande à Ryan s'il comprend pourquoi il est là, pourquoi il est interrogé. Et Ryan répond non. À ce moment-là, Dalton lui dit « Ok, on va s'arrêter tout de suite et je vais vous lire vos droits, ou je vais te lire tes droits. » Je suppose qu'il le tutoie. C'est à ce moment de l'interrogatoire que le comportement de Ryan commence à devenir vraiment étrange. Après que Dalton ait dit à Ryan qu'il allait lui lire ses droits, on peut voir que Ryan donne l'impression de ne pas comprendre ce qui est dit. Il regarde dans le vide. Et Dalton semble s'en rendre compte, donc il essaie de rendre ça un peu plus léger. Et il lui dit, mais tu sais, Ryan, je vais te lire tes droits comme ils le font à la télé, tu vois, dans New York, police judiciaire, ou dans Les Experts, tout ça. Toutes ces séries policières, dans ce cas-là, ils lisent leurs droits aux gens. C'est ce que je vais faire. Tu vois de quoi je parle? Et Ryan répond tout simplement non. Et Dalton est un peu confus. Et il lui dit, quoi, t'as jamais vu de série policière où ils lisent les droits aux gens? Et là, Ryan change un peu de comportement. Et puis, il est moins robotique, il semble un petit peu plus sur la défensive. Et elle lui dit « Ah oui, j'en ai vu, oui. » Et à ce moment-là, il est évident pour Dalton que Ryan est en train de mentir. Il ment sur quelque chose qui est totalement insignifiant, c'est-à-dire qu'il a vu des séries policières. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a quand même cette hésitation bizarre où tous les deux sont silencieux pendant environ 1 minute. C'est comme si Dalton sait qu'il ment sur ce sujet et Ryan semble confus. Et Dalton hésite, est-ce qu'il doit s'attarder sur ce mensonge ou pas? Et donc il se décide à ne pas s'attarder sur ce mensonge bizarre que Ryan vient de dire. Et au lieu de ça, il se contente de lire les droits à Ryan. Et après ça, il revient à des questions plus basiques. La question suivante, c'est « Ok Ryan, quel est le plus haut niveau scolaire que tu aies atteint ?» Et à ce moment-là, Ryan ne regarde pas du tout Dalton. Il regarde vers le côté totalement opposé de la pièce. Il a cette expression vide quand on lui pose la question et il répond tout simplement « I don't know, je ne sais pas ».
Et Dalton lui dit quoi? Tu sais pas quel niveau scolaire tu as atteint? Et Ryan répond non, je ne sais pas. En troisième. Donc, encore une fois, il a changé sa réponse assez brusquement quand il est mis au défi. Et donc, Dalton se dit, OK, il est encore en train de me mener en bateau. Il est encore en train de me mentir. Alors, c'est quelque chose d'insignifiant. Vous me direz, bon, qu'il soit arrêté en troisième, en seconde ou en première ou au bac, mais ça construit un schéma de méfiance. Donc, il est difficile pour Dalton de penser que Ryan va être honnête dans ses réponses s'il ne peut même pas dire la vérité sur des choses qui n'ont pas d'importance, hein, comme son niveau scolaire ou s'il regarde des séries télé. Mais Dalton décide à ce moment-là toujours de ne pas s'y attarder et de continuer son interrogatoire. Donc, il pose une question basée sur les faits que Ryan a dit qu'il était allé jusqu'à la troisième à l'école. Et Dalton lui dit « Ok, donc tu as eu ton GED ». Alors le GED, c'est l'équivalent américain de ce qui pourrait correspondre au brevet des collèges en France. Et donc la réponse à cette question, c'est relativement bizarre, binaire. Hein. Ou vous avez eu votre brevet des collèges ou vous ne l'avez pas eu. Enfin, il n'y a pas trop de discussion. Mais la réponse de Ryan n'est absolument pas binaire. Elle est totalement contradictoire et bizarre. Do you have a GED? I don't know. You don't know what? I don't know. I don't know. I just want to go home. Oh, you're not going to go home right now. So what? What's the highest grade that you completed? B? No, not grade, as in letter grade. I'm asking, did you graduate high school? No. And the highest you went was 8th grade? Yep. Do you know how to read and write, Ryan? Yeah. Donc la discussion sur l'éducation de Ryan n'aboutit absolument à rien. Dalton ne s'attarde pas sur ses problèmes avec ses réponses jusqu'à présent, mais il continue à poser d'autres questions pour essayer d'avancer. Il en vient donc à parler de Heather. Il commence par demander à Ryan s'il a une petite amie. Dalton sait que Heather, la fille décédée donc, était la petite amie de Ryan. Et il sait qu'ils ont une relation, mais il veut que Ryan lui dise qu'il a une relation avec Heather. C'est le premier pas vers admettre sa culpabilité. Donc il demande à Ryan, de nouveau, « Est-ce que tu as une petite amie ?» Et Ryan répond « Non », ce qui est un mensonge, bien entendu. Mais Dalton fait semblant de le croire et continue sur ce chemin qui est déjà tracé et lui dit « Ok, est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Heather ?» Et Ryan répond « Oui ». Mais sa description de Heather est totalement inexacte. Il dit que Heather a 16 ou 17 ans, alors qu'en réalité, elle en a 21. Il dit que son nom de famille est Kaiman. Il pense, il n'est pas tout à fait sûr. Il dit qu'elle a des surnoms, qu'elle utilise différents noms, mais qu'il croit que c'est Kaiman, alors que son nom de famille, en réalité, est Kwan. Bien entendu, Dalton sait la vérité et il est conscient de ses incohérences. Mais encore une fois, il ne s'y attarde pas. Il continue simplement à poser plus de questions pour essayer de retirer le fil. Donc Dalton demande à Ryan « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton visage? Tu as cet énorme hématome sur le côté gauche du visage. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ?» Alors au début, Ryan dit que non, il ne sait pas. Il n'a aucune idée. Mais quand Dalton insiste de plus en plus et continue à poser de plus en plus de questions sur son visage et comment c'est arrivé, Ryan finit par commencer à s'ouvrir en quelque sorte. Finit par commencer, oui, bon. Vous m'avez compris. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forgot why.
Comme les autres policiers impliqués, Dalton est persuadé, en commençant cet interrogatoire, que Ryan a tué Heather. D'ailleurs, l'hématome sur son visage peut le plus probablement venir de Heather qui s'est défendue avant que Ryan finisse par la tuer. Donc pour Ryan, de dire « la marque de mon visage vient de Heather », même s'il prétend que c'était un accident, pour Dalton, c'est la même chose que si Ryan avait dit « j'ai tué Heather ». Donc il essaye d'obtenir plus de détails spécifiques sur la lutte en elle-même, la lutte physique qui a eu lieu entre Ryan et Heather, mais au fur et à mesure qu'il pose de plus en plus de questions, Ryan devient de plus en plus agressif. Il semble que Ryan se rend compte de ce qui est en train de se passer et il devient très défensif et il commence à balancer des informations totalement aléatoires dont beaucoup d'entre elles semblent très fausses. Par exemple, à un moment donné, il dit qu'il y avait au moins 2 ou 3 autres personnes dans la maison la nuit où Heather a été tuée. Mais on ne sait pas si ces personnes sont réelles ou pas, si elles étaient vraiment là. Enfin bref. On a tout simplement l'impression que Ryan est en pleine panique et il dit plein de choses au hasard. Et donc, à un moment donné, Dalton voit bien que les choses sont en train de devenir un petit peu incontrôlables, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il veut recentrer la conversation. Il arrête donc Ryan et lui dit « Ok, Ryan, il y a une fille morte dans ta maison et j'ai besoin d'informations. » Hey, Ryan, Huh? Huh? there's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch, she's dead. Ce qui est intéressant dans la réaction de Ryan quand Dalton lui dit pour la première fois dans l'interrogatoire qu'il y a une fille morte dans sa maison, c'est que Ryan réagit avec une surprise qui paraît authentique. C'est le seul moment dans tout l'interrogatoire où Ryan se redresse sur sa chaise, où il se réveille un peu et il semble relativement normal. Il n'agit pas vraiment de manière confuse et bizarre, comme il l'a fait jusqu'ici. C'est comme s'il était vraiment attentif à ce qui se passe, comme s'il n'avait pas entendu cette phrase auparavant, comme s'il ne savait pas que Heather était morte. Et maintenant qu'on lui dit pour la première fois, ça a choqué son système en quelque sorte. Mais quelques secondes après s'être redressé et semblé vraiment engagé dans tout ça, il redevient totalement bizarre et il a une histoire extrêmement élaborée sur ce qui est arrivé à Heather. Alors que quelques secondes auparavant, il semblait juste l'apprendre, là, il a une histoire. Donc, ça donne vraiment pas de sens qu'il ait une histoire si facilement disponible pour quelque chose qu'il ne semblait pas connaître il y a encore quelques secondes. Et bien sûr, comme toutes ces autres réponses, son histoire est pleine de contradictions, de trous bizarres et est relativement incroyable. Well, these people came over, Richie and his dad, with shoot and arrow, bow and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those. That's it. They hit you and they hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? Mm-hmm. They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. Suite à cet échange, Ryan change à nouveau son histoire et il dit qu'en fait, ils ne lui ont pas tiré dessus à lui, ils ont juste tiré sur Heather. Ils l'ont mis, dit-il, dans une prise d'endormissement. Quand Dalton lui demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quoi une prise d'endormissement ?» Ryan lui répond « Bah, je sais pas ce que c'est qu'une prise d'endormissement. » Finalement, Ryan abandonne complètement l'histoire de la prise d'endormissement et revient à Richie et à son père. Ils sont entrés et ils nous ont tiré dessus sur tous les deux. Et à ce stade, l'histoire de Ryan est devenue si embrouillée et a changé tellement de fois qu'elle est totalement incroyable et qu'on n'y trouve ni queue ni tête. Donc Dalton, qui fait de son mieux pour suivre l'histoire de Ryan,
à ce stade, il a même plus envie de faire semblant. Il ne peut même pas prétendre qu'il suit l'histoire et qu'il la comprend parce que cela n'a absolument aucun sens. Okay. You're telling me you're all over the board here, number one. You're saying bows and arrows, you're saying revolvers, and you're saying some other thing, and you're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's Is it? it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If they revolver. shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. So you got shot first, Uh-huh. and what happened? Did you fall to the ground? Yeah, I was trying to get up and shit, and I couldn't. I don't Okay. know. And then she got shot? Mm-hmm. What did you do? Nothing. Did you call 911? Uh-uh. Did you see if she was alive? She was sleeping still, and that's it. I just let her sleep. She got shot in the side of the face and you let her sleep? Yes. This does not make sense, Ryan. Après cet échange, Dalton adopte carrément une attitude agressive envers Ryan et il l'accuse ouvertement, tout simplement, d'avoir tiré sur Heather et de l'avoir tué. Et Ryan continue simplement à dire qu'il ne sait rien et qu'il ne l'a pas fait. Ses réponses sont toujours absurdes, toujours contradictoires, rien n'a de sens. Et finalement, à 5h52 du matin, donc environ 45 minutes après le début de l'interrogatoire, Dalton ne sait vraiment plus quoi faire. Il ne sait pas comment gérer Ryan parce que même s'il croit qu'il a fait ce qu'il prétend avoir fait, rien de ce que Ryan dit ne l'incrimine. Rien n'a de sens, rien ne tient debout. Il est donc assis là, il réfléchit. Et c'est alors que Dalton remarque quelque chose sur le visage de Ryan. Il lui dit d'approcher pour mieux voir. Let me see your nose. Put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back. Ce que Dalton découvre, ce sont 4 trous de balles dans le visage et dans la tête de Ryan. Ryan n'a commis absolument aucun crime, il est une victime, tout comme Heather, mais on ne sait pas comment Ryan a survécu à l'attaque. L'explication. Le 23 décembre, soit 2 jours avant le contrôle, 2 hommes ont tenté de s'introduire dans la maison de Ryan et Heather. Il s'agit de Richie Carvan, 23 ans, et de son père, Larry Carvan, 54 ans. Ce sont donc ces 2 personnes qui sont devenues, tout à fait correctement, Richie et le père de Richie, dont Ryan a parlé pendant l'interrogatoire. Ils sont là à cause d'une altercation qui est survenue entre Richie et Ryan, et le couple, en fin de compte, environ 1 mois plus tôt. À l'époque, Richie vivait avec Ryan et Heather, parce que justement, elle voulait s'occuper des gens qui avaient des problèmes. Mais Richie a commencé à draguer Heather de façon un peu lourde, ce qui a fait qu'elle l'a dit à Ryan. Ryan s'est mis très en colère et une grosse dispute a éclaté entre Ryan et Richie. Finalement, Ryan a mis Richie à la porte, ce qui a mis Richie très en colère, il s'est senti humilié, il a donc commencé à planifier sa vengeance. Le 23 décembre, donc, Richie et son père sont venus pour exécuter cette fameuse vengeance. Quand le père et le fils sont arrivés à l'arrière de la maison de Ryan et Heather, Ryan les a vus à la porte de derrière, à travers la porte vitrée près de leur cuisine. Il a donc couru pour essayer de les empêcher d'entrer, mais Richie et Larry avaient réussi à entrouvrir légèrement la porte et Richie a passé sa main armée d'un pistolet, d'un revolver, pardon, et a tiré sur Ryan à bout portant 2 fois dans le visage. La première balle est entrée par le nez de Ryan, puis elle est ressortie de l'autre côté. Ce sont donc les 2 premiers trous de balle. Puis cette balle a continué sa course dans sa tête à travers son œil gauche jusque dans son cerveau où elle s'est logée.
Avec la balle, 6 fragments de son crâne se sont également logés, après l'explosion en fin de compte, dans son cerveau. Ça, ce sont les 3 premiers trous. La deuxième balle, tirée dans la tête de Ryan, a frappé le côté de sa tête sans pénétrer le crâne. Elle ne s'est donc pas logée dans son cerveau, mais elle a détaché un morceau de crâne et a formé ainsi le 4e trou. Ryan est tombé sur le sol, inconscient, et les deux ont cru qu'il était mort. Ils ont donc forcé complètement la porte. Ils sont entrés, ils ont enjambé le corps de Ryan. Ils sont allés dans le salon où Heather était assise dans le canapé. Richie s'est approché d'elle. Il a mis l'arme sur la tête de Heather et il a tiré une seule fois. Après qu'elle soit tombée au sol, les 2 hommes ont volé des objets dans la maison et puis ils ont fui. Ils ont finalement été arrêtés et depuis purgent actuellement des peines de prison à vie. On pense donc que Heather est morte instantanément, mais apparemment pas Ryan. Quelques heures après avoir été touché, on ne sait pas combien, il s'est réveillé, mais il avait donc de graves lésions cérébrales et il ne comprenait pas vraiment ce qui s'est passé, il ne s'en souvenait plus. Il a vu sa petite amie Heather allongée sur le canapé, mais sa pensée embrouillée s'est dit qu'elle dormait tout simplement. Il est donc allé dans sa chambre et il s'est endormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé, mais il comprenait toujours pas la situation. Il a passé la journée du 24 décembre à errer dans sa maison avec sa petite amie morte sur le canapé. Après une journée entière à déambuler sans but, il est retourné se coucher. Et puis il s'est levé le 25, le jour de Noël, et il a passé une autre journée à errer avec sa petite amie qu'il croyait être endormie. Finalement, le contrôle a été demandé, la police est arrivée et dès qu'ils ont vu Ryan, ils ont conclu hâtivement qu'il devait avoir tué Heather et cela a dicté leur façon de le traiter. S'ils l'avaient considéré comme une victime, ils auraient peut-être cherché des soins médicaux pour sa blessure au visage tout de suite, mais du fait où ils ont supposé qu'il était le tueur, ils ont pensé que son hématome venait de Heather qui s'était défendue et donc ils ne lui ont donné absolument aucun soin médical. Au lieu de ça, ils l'ont mis dans la voiture de police devant la propriété pendant 6 heures sans intervention médicale. Pendant ces 6 heures, chaque seconde qui passait causait des dommages cérébraux irréversibles à cause des saignements dans sa tête. Le temps pressait et pendant ce temps, il n'a eu aucun soin et son état empirait continuellement. Finalement, il est donc amené au poste de police où, encore une fois, il ne reçoit absolument aucun soin médical. Au lieu de cela, il l'interroge pendant près de 2 heures, malgré les 4 trous de balles dans son visage que personne n'a apparemment remarqué ou que personne n'a pris au sérieux. Dans la salle d'interrogatoire, chaque seconde qui passe détruit davantage son cerveau de façon irréparable. Et puis finalement, donc à la fin de l'interrogatoire, Dalton, qui se demande probablement ce qui ne va pas chez ce type dont les réponses n'ont aucun sens, cesse de le faire condamner et remarque les trous dans son visage, particulièrement celui de son nez, et c'est à ce moment qu'il le fait s'approcher, examine son visage, réalise qu'ils ont commis une énorme erreur et appelle une ambulance. Ryan est finalement transporté d'urgence à l'hôpital où il subit une chirurgie d'urgence qui lui sauve la vie, mais à un coût très élevé. Ryan a non seulement dû subir l'ablation d'une grande partie de son cerveau, mais ils ont également été obligés de lui retirer les 2 yeux. Il faut noter que dans mes recherches, j'ai vu une autre source qui affirme qu'on ne lui a retiré que l'œil gauche, mais quoi qu'il en soit, après l'opération, Ryan n'est plus autonome. Il a tellement de lésions cérébrales qu'il ne peut pas prendre soin de lui-même. Il doit retourner vivre chez ses parents qui sont devenus ses soignants à plein temps. 10 ans plus tard, Ryan est mort d'une crise d'épilepsie directement liée aux blessures subies lors de cette attaque et au manque de soins reçus durant les premières heures critiques et également après les premières heures après que la police l'ait trouvé. Le département de police de Phoenix, après que cette mauvaise gestion du cas de Ryan soit devenue publique, a mené une enquête, une enquête interne, mais personne n'a jamais été sanctionné, du moins publiquement. Quant à la famille de Ryan, on leur a dit qu'ils auraient pu porter plainte contre le département de police de Phoenix, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont répondu que la seule chose que nous voulons, nous, c'est de récupérer notre fils et un procès ne nous le rendra pas. Maintenant,
en conclusion, et passons sur le côté plus psychologique de l'affaire, si on regarde, et vous êtes bienvenus à revoir le reportage, si on regarde l'ensemble des comportements de Ryan durant l'interrogatoire, il présente en fin de compte tous les signes d'une lésion cérébrale sévère. On peut analyser ensemble les signaux qui auraient dû alerter les enquêteurs. Alors, déjà, moi, je vois plusieurs signaux cognitifs qui me sautent aux yeux. Vous avez la confusion temporelle, comme on l'appelle. Ryan semble incapable de maintenir une chronologie cohérente des événements. Et ça, c'est typique des dommages au lobe temporal. Généralement, quand quelqu'un arrive après un accident, on essaie de voir s'il est orienté en temps et en espace et s'il peut comprendre une chronologie. Il a une incapacité à maintenir une ligne narrative. Même quand il invente une histoire ou quand il décrit une histoire, Richie et son père, il ne peut pas la maintenir plus de quelques phrases. Il passe des arcs au revolver sans réaliser la contradiction. Et ça, c'est un signe de déficit exécutif, comme on l'appelle. Et puis, il y a le comportement automatique. La façon dont Ryan se menotte lui-même, sans raison. Et puis, il continue comme si de rien n'était. Ce sont des signes d'action motrice dissociés de la conscience qui sont typiques généralement des lésions du cerveau frontal. Et puis, vous avez les réponses binaires qui sont déficientes, comme je vous l'ai fait remarquer. Quand on lui pose des questions simples, par exemple, est-ce que tu as un brevet des collèges? Il est incapable de donner une réponse oui, non cohérente. Toute cette incapacité à traiter des informations simples, c'est un marqueur neurologique très important. Le plus frappant est peut-être sa réaction quand on lui annonce que Heather est morte. Alors, il montre une surprise authentique. Et puis, il retombe immédiatement dans la confusion, totalement incapable d'intégrer cette nouvelle information. Et ça, c'est typique d'un cerveau endommagé qui ne peut plus former de nouveaux souvenirs. Et ces symptômes, d'après moi, aurait dû être évident pour les enquêteurs. Parce que, oui, alors j'en ai déjà qui me disent, oui, mais ça aurait pu être confondu avec une intoxication alcoolique ou de drogue, mais non. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont distinguer ce genre de choses. Dans l'alcool, il y a généralement une progression vers plus de clarté au fil des heures. Ryan reste dans le même état de confusion pendant plus de 8 heures parce qu'il le récupère le soir et l'interrogatoire est le matin d'après. C'est après 6 ou 7 heures d'interrogatoire. Et ça, c'est pas compatible avec une ivresse. Vous n'êtes pas dans le même état 8 heures avant que 8 heures après, c'est pas vrai. Une personne alcoolisée a typiquement des problèmes d'élocution. Elle va avoir la voix pâteuse, elle va parler plus lentement, blabla. Ryan parle normalement. On peut voir que c'est son processus de pensée qui est altéré. C'est pas sa diction. C'est pas un système complet. De plus, l'ivresse, elle provoque des réactions émotionnelles exagérées. Ça va être de l'agressivité, ça va être de la tristesse excessive, ça va être de la joie excessive, de l'amour excessif, mon copain, je t'aime. Enfin bref, que, au contraire, Ryan, lui, il reste émotionnellement plat. À part le moment où on lui apprend la mort d'Heather. Là, apparemment, ça lui a fait un choc suffisamment profond. Les personnes ivres, c'est vrai, peuvent avoir des trous de mémoire, mais elles gardent la capacité de former de nouveaux souvenirs et Ryan semble totalement incapable d'intégrer durablement de nouvelles informations. Il ne peut pas les reproduire. Apparemment, ça tombe nulle part. L'alcool affecte très rarement la capacité de donner des réponses binaires simples, oui ou non. Le fait que Ryan ne puisse pas répondre à « est-ce que tu as un brevet des collèges ?» ça suggère un problème neurologique et pas un problème d'alcool. Et en plus, il y avait pas apparemment aucune... excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. En plus, il y avait apparemment aucune odeur d'alcool, ce qui aurait été noté par les policiers, j'imagine, et il lui aurait fait une prise de sang pour justifier son comportement. Donc, par les faits, tout indiquait un problème neurologique. Et voilà ce qui s'est passé, d'après moi, dans la tête du policier. Et ça, c'est fascinant du point de vue psychologique. J'ai essayé de le reproduire dans cette histoire pour vous orienter de la même façon. Je ne sais pas si ça a marché. Je vous ai tendu un piège. J'espère que vous êtes tombé dedans, au moins un peu.
Mais quand le policier a commencé l'interrogatoire, il était déjà convaincu que Ryan était coupable. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Une fois qu'on a une idée en tête, on va interpréter tout ce qu'on voit comme une confirmation de cette idée. On va même filtrer les informations et ne pas entendre ou ne pas comprendre les informations qui pourraient nous contredire, et on va seulement retenir les informations qui vont nous conforter dans notre avis ou dans notre opinion. Alors, en tant que policier expérimenté, il a forcément vu des personnes ivres, donc il savait que Ryan, il était pas bourré. D'accord, c'est évidemment, il n'y avait pas d'odeur d'alcool, pas de problème d'élocution, pas de changement émotionnel typique de l'ivresse, enfin bref, il n'y avait rien. Et plutôt que de remettre en question son hypothèse de culpabilité, il s'est donc produit ce qu'on appelle l'effet H inversé. Alors normalement, l'effet H, c'est le fait qu'on doute de nos propres perceptions lorsqu'elles contredisent celles du groupe. Et ici, c'est donc l'effet H inversé, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tous les policiers étaient tellement convaincus de la culpabilité de Ryan que même les signes évidents de traumatisme cérébral ont été ignorés ou réinterprétés pour correspondre à leurs convictions profondes. C'est un petit peu comme si leur certitude collective avait créé un filtre qui les empêchait de voir la réalité médicale, qui était pourtant évidente devant eux. Mais donc, malheureusement, ce biais a eu des conséquences relativement tragiques pour Ryan. Cette tragédie devrait pouvoir vous montrer à quel point nos préjugés peuvent nous aveugler, même lorsqu'on est des professionnels expérimentés. Les policiers, dans ce cas-là, étaient tellement convaincus d'avoir trouvé le coupable qu'ils ont ignoré l'évidence médicale devant eux. Et ça, c'est un rappel puissant qu'il ne faut pas vous croire différent des autres. On n'est pas différents sur ces points-là. Et il faut toujours être prêt à remettre en question nos premières impressions. Il faut toujours oser remettre en question ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on sait. Même si on a l'habitude de voir certaines choses, il se peut que 1 sur 1000, 1 sur 10 000 ne soit pas le cas. Donc souvenez-vous toujours d'oser vous remettre en question. Un petit peu d'humilité, c'est toujours une bonne chose. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et que cela vous fera penser. Et je vous retrouve samedi prochain pour le dernier récit de l'ombre de l'année, parce qu'après je ferai une pause de Noël. À bientôt pour un nouveau récit de l'ombre.